très bien décrit comment ça se passe, hein, comment c'est consommateur d'énergie, comment ça tue les sols, et comment ils sont passés aussi rapidement à un nouveau modèle qui est présenté ici. On ne voit pas bien un peu la difficulté politique d'arriver à ce résultat. C'est-à-dire à quel point il faut que le système politique soit favorable pour qu'on change de point de vue sur comment on cultive. Et ça me paraît très important et on ne le dit pas. On dit que c'était juste la nécessité. Ben oui, il y a eu la nécessité. C'était pas des écologistes. C'était pas Nicolas Hulot. Ils n'allaient pas au COP 21 et tout ça. Mais finalement, moi, je fais plus confiance à un système qui n'a pas une vocation à être écolo, mais qui réalise dans son agriculture en particulier, puis aussi dans ses énergies renouvelables, des succès que personne ici, que tout le monde ici pourrait envier en fait. Pourquoi ? Parce que l'État a ça de différent d'ici, qu'il possède les terres. Donc il avait beau effectivement s'être aligné sur un modèle soviétique, je dirais, final, qui s'était lui-même copié sur le modèle américain, en réalité dans les années 60-70. Ils sont sortis de là, mais comme l'État possédait les terres, comme le terrain appartient à l'État, ce qu'ils appellent les grandes fermes collectives, ont été redécoupées, mais c'était une décision politique, redistribuées. Alors là, c'est marrant, on parle de privatisation. Mais en réalité, donc ça résonne pour nous, privatisation. Mais en fait, c'est quoi ? C'est redistribuer. Vous avez vu que sans pétrole, on est obligé de revenir à une agriculture sans machine, quelque part. Donc on est obligé de réduire les parcelles, de redécouper autrement. Mais de les redonner quand même à des collectifs de travailleurs. Oui, c'est une privatisation, parce que ça n'est plus l'État qui gère directement, c'est des collectifs de travailleurs qui remettent en valeur leur sol sur une plus petite échelle. Ça porte un nom, ça s'appelle un kolkhoz, c'est-à-dire une structure de production agricole qui a toujours existé en URSS depuis 1917, qui s'est généralisée avec la collectivisation. Il faut savoir que même jusqu'à la fin, jusque dans les années 80, en URSS, il y a toujours eu plus de kolkhozes que de sovkhozes, c'est-à-dire les grandes fermes collectives d'État. Mais c'est quand même un système collectiviste, puisque la grande différence avec les agronomes qui viennent cultiver des fermes ici en faisant du bio, par exemple en France, ils doivent payer un loyer ou ils doivent acheter une ferme, ou ils doivent payer un loyer, donc c'est exorbitant. La grosse différence ici, c'est qu'ils n'ont pas à payer. Parce que la terre appartient à l'État, il la donne en usufruit gratuit, ça veut dire qu'il récupère une partie de ce qui a été produit, mais ça c'est normal. Pour la redistribuer localement, on voit un peu ça, hein, les endroits où finalement on donne pas, hein. Il y a un prix. Là aussi, le prix est fixé par l'État, donc quelque part, il y a une variable d'ajustement. Les gens ont accès normalement à ces produits qui ici sont très chers, les produits bio. Donc il y a cette double liberté des Cubains, à la fois de changer complètement la façon de produire et de passer au bio, mais c'est pas un bio au milieu d'un océan d'agrobusiness, c'est un bio sur tout le territoire. Ils ont décidé d'arrêter les pesticides. Aujourd'hui, ils pourraient recommencer, ça on ne le dit pas, hein, mais ils pourraient acheter des engrais, des pesticides à la Chine, au Venezuela, ils ne le font pas. Au contraire, vous avez vu, ils exportent non seulement des engrais bio à toute l'Amérique latine, non seulement des médecins, ça c'est bien connu, mais ils exportent aussi des engrais bio pour tous les paysans qui sont confrontés à ce genre de problème aussi. Et ils exportent aussi, ce qu'on dit moins, des agronomes qui sont spécialisés en permaculture et qui ont appris depuis les années 90. Donc il faut beaucoup d'universités, il faut beaucoup de savoir pour former des agronomes qui sont capables de changer cette production agricole de façon rapide et efficace. Alors, le plus important à retenir, je pense, dans tout ça, mais il n'en est pas du tout question dans le film, mais c'est intéressant finalement. Là, c'est des Anglais qui ont fait ça. Ils ont fait un documentaire qui cherche à démontrer qu'il faut un modèle décroissant, très Nicolas Hulot pour le coup. En réalité, quel est le problème des Cubains ? C'est de produire plus pour eux. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une agriculture uniquement d'exportation, avant ils exportaient leur canne à sucre à l'Union soviétique en échange de denrées alimentaires pour nourrir tout le monde.
aujourd'hui sont dans une autre démarche, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à dépasser quantitativement cette production agricole, mais à la diversifier. Pourquoi ? Pour nourrir les Cubains, donc pour avoir ce qu'on appelle une souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, ce n'est pas un problème d'écolo, c'est un problème d'anti-impérialisme. C'est l'anti-impérialisme qui, quand on est dans un blocus et face à un encerclement par des appétits impérialistes directs, puisqu'ils sont juste à je ne sais pas combien de centaines de kilomètres des États-Unis, ils ont besoin d'avoir une certaine souveraineté énergétique, donc ils ont cherché par rapport à ça, mais là, si on parle juste de l'agriculture, une souveraineté alimentaire qui n'ont trouvé que dans le modèle qu'on appelle bio ici, ou agroécologique. Donc ce n'est pas du bio tel qu'on va le trouver dans Barquette à Auchan, c'est du vrai bio, parce qu'ils ont décidé de restaurer leur sol à l'échelle de tout le territoire. Et pour ça, il fallait deux choses très importantes que seul le système cubain, ou un système socialiste est capable de donner, et pas un système capitaliste. C'est la superstructure, c'est-à-dire l'État est possesseur des terres, il en fait ce qu'il veut, donc il peut donner à des collectifs de travailleurs. Ça, c'est un truc qu'on peut faire par la politique. C'est pas, on ne demande pas des propriétaires terriens, ils ne sont plus là. On ne les invite pas à être remboursés pour donner leurs terres, etc. Oui, ça c'est compliqué pour les... C'est une grande chance pour eux, parce que dans des pays comme... cultiver comme un peu de terre. Moi, je connais bien la Tunisie, où on serait incapable de faire un truc comme ça, parce qu'en Tunisie, c'est encore semi-féodal, et il y a la grande masse des champs qui sont cultivés appartiennent à des grands propriétaires terriens qui ne les donneront jamais, au contraire. Donc et l'État n'y peut rien, d'ailleurs. On pourrait mettre Castro à la tête de l'État tunisien aujourd'hui, il ne pourrait pas faire les choses aussi rapidement. Il y a d'autres trucs politiques qui sont importants, c'est qu'il faut insister peut-être là-dessus, parce que si ça vous intéresse, les trucs de permaculture et tout ça, ça fait un peu bobo, mais en réalité, l'agroécologie, c'est juste un truc. C'est que l'agriculture intensive d'avant les années 90, mais qui perdure ici, c'est de la chimie, ça s'appelle de l'agrochimie. On remplace tout ce dont les plantes ont besoin dans le sol par des produits chimiques, qui sont effectivement des nutriments, et ça marche. On donne les engrais aux plantes, elles les prennent, il n'y a pas de problème. Mais c'est une vision purement mécanique de l'agriculture. On tue les sols, parce que les pesticides et les engrais à forte dose, ça tue toute vie, les lombriques, etc., enfin tout ce qui fait la fertilité d'un sol. Si on passe à un modèle qui n'est plus de l'agrochimie et de l'agriculture intensive, mais de l'agriculture bio, on passe à ce qu'on appelle de l'agrobiologie. Et l'agrobiologie, c'est-à-dire la connaissance scientifique de comment ça fonctionne un sol, c'est bien plus compliqué scientifiquement que d'être juste chimiste. C'est-à-dire que ça nécessite, pour les cultivateurs, ceux qui vont s'occuper de ces kolkhozes là, à Cuba, ça nécessite qu'ils aient beaucoup de connaissances scientifiques sur leur propre terrain. Leur terrain n'est pas celui du voisin, il n'est pas ombragé pareil, il n'y a pas les mêmes caractéristiques du sol, c'est très 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 compliqué. Ça nécessite plus de science, pas moins de science. Ça ne nécessite pas de revenir au Moyen-Âge. En termes de moyens, c'est plus de science, c'est pas moins de science. C'est-à-dire que c'est pas la science qui est opposée à tout ça. Au contraire, c'est la biologie qui est une science, qui est effectivement moins de la chimie, mais plus de la biologie. C'est bien une science. Mais cette science, elle a un boulevard devant elle. En réalité, on ne fait que commencer sur cette science-là. Et pour que les agriculteurs arrivent à changer de paradigme, à Cuba, mais ce serait pareil ici, il faut les convaincre. Donc il faut qu'ils aient un certain niveau scolaire, un certain niveau d'alphabétisation. C'est comme ça que vous allez voir que tout est lié. À Cuba, on a un niveau de scolarisation et d'alphabétisation phénoménal par rapport à toute l'Amérique latine, mais ça sert collatéralement aux paysans cubains, parce qu'avec ces savoirs-là, ils sont capables d'absorber ces nouvelles techniques sans entraîner des pieds, quoi. Ils ont entraîné un peu des pieds, mais concrètement, ça nécessite... Et le système éducatif cubain, on n'aurait jamais imaginé que ça pourrait avoir cet effet collatéral, mais il y a des études qui sont faites qui montrent que si c'était des paysans classiques de pays semi-féodaux dans d'autres continents, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Deuxièmement, l'État, il finance aussi, vous avez vu, plein d'universités dans lesquelles il y a finalement l'agronomie a une grande place et où ils font des recherches sur les semences, donc des nouvelles semences, ce n'est pas les semences du catalogue Monsanto, du coup. De toute façon, ils n'ont pas le droit de les acheter. Mais ils sont obligés de revenir à des semences endémiques qui sont moins consommatrices d'eau, mais qui sont peut-être moins productives sur le court terme, et qui sont beaucoup plus résilientes sur le long terme. Tout ça, c'est très compliqué.
mais finalement c'est un boulevard aussi qui s'ouvre à eux. Et de ce point de vue-là, ils sont à l'avant-garde. Ça, c'est la politique qui fait ça. C'est la politique qui finance le système éducatif. C'est coûteux d'avoir un puissant système éducatif, un niveau de scolarisation dans un pays pauvre. C'est très coûteux. C'est un investissement politique. Ça, c'est important. Un investissement dans les universités, c'est important aussi. Une capacité à fixer les prix et à rendre tous ces produits qui sont qualitativement meilleurs à un prix fixe, je regrette, mais où est-ce dans le capitalisme on va trouver un truc comme ça? C'est pas possible. Si bien que au niveau de la superstructure, on a un système qui permet de changer de paradigme agricole assez rapidement, avec des résultats que tout le monde est obligé de reconnaître. Et puis dans l'infrastructure, je parle en termes marxistes, mais l'infrastructure c'est très important, c'est même encore plus important. C'est que s'il n'y avait pas une révolution à Cuba, parce qu'il faut faire le lien avec l'histoire quand même, la révolution cubaine, c'est les masses du peuple cubain qui se sont mobilisées pour changer de régime politique, mais ces masses, elles existent encore aujourd'hui sous la forme de syndicats, y compris paysans. Il y a un syndicat qui s'appelle l'ANAP, syndicat de petits paysans cubains, qui réalise des prodiges dans le mouvement de masse de transfert de savoir d'un paysan à un autre, d'un village à un autre, pour se refiler des trucs, pour justement éviter les pesticides et les engrais chimiques, et que ce mouvement-là est devenu presque un modèle pour tous les pays de l'Amérique du Sud, où il y a, je sais pas, il y a plusieurs, j'ai plus le chiffre en tête, mais ça a atteint des records d'adhésion de milliers de personnes dans tous les recoins du territoire cubain. Ont un petit comité de la NAP qui fait ce travail continuellement d'échange de savoir entre paysans, etc., pour améliorer les choses, mais dans un seul but, pas de produire moins ou d'être décroissant, mais de changer de modèle, d'arrêter les pesticides et les engrais, et de quand même produire plus. Ils sont à 75% d'autosuffisance, d'accord, donc ils ne sont pas à 100%, mais c'est quand même un chiffre prodigieux par rapport à n'importe quel pays qui est sous la férule de l'impérialisme américain, européen. C'est un chiffre prodigieux. Et ils sont encore en train de continuer à développer cette indépendance alimentaire, et c'est surtout ce que les États-Unis ne veulent pas. Donc là, on a une forme d'agroécologie révolutionnaire, mais quelque chose qui n'est pas du tout dit dans le documentaire ici. Ici, on ne parle que de mentalité. Alors qu'en réalité, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est comment, objectivement, sans avoir les bonnes pensées, la bonne moralité dans le pays, on arrive à des grands résultats, enfin des résultats très intéressants du point de vue de l'écologie, alors qu'au départ, ce n'était pas forcément la volonté. Bon, et moi, j'avais fait ça, l'économie de moyens, quoi. C'est une économie de moyens obligatoire, voilà. Mais ils se sont rendus compte que c'était tellement productif. La permaculture, c'est de considérer, il y a un agronome qui en a parlé, qui considère que le sol n'est pas un réservoir passif où tu mets des produits chimiques. C'est très facile. N'importe quel paysan qui n'a pas été à l'école est capable de mettre des sacs de pesticides et d'engrais chimiques dans son sol, il n'y a pas de problème. Mais de devenir agronome de son propre sol, c'est une toute autre affaire. Et donc, de faire revivre ce sol qui n'est fertile que parce qu'il y a de la vie dedans, des champignons, des bactéries, des animaux, des lombriques, etc. Ça, c'est tout à fait différent. Et ça met un certain temps. C'est-à-dire que même là-dedans, l'investissement ne peut pas être rentable l'année d'après. Il doit être rentable 10 ans après. Quel est le seul régime qui est capable de penser en termes de durabilité, de longévité? Le capitalisme n'est pas capable de réfléchir à plus que 1 ou 2 ans. Le socialisme est capable d'investir en se disant, bon là, on va en chier, mais on va arriver à une certaine autosuffisance. Et c'est ça le but, on va y arriver, collectivement. Je pense que c'est ça la grande prouesse des Cubains. Régis, il y a 48 heures, tu étais encore sous les tropiques, et pas à la République dominicaine, mais à Cuba. En quelques mots, ce film-là, est-ce que tu viens de vivre? Le film-là, je l'ai déjà vu il y a 2 ans. On était revenu d'une délégation en 2016, et les étudiants
des étudiants de l'UEC avaient projeté ce film et j'étais venu en parler. Et nous, on revenait juste d'une délégation où on était reçus par un député qui était directeur d'une coopérative. Malheureusement, il n'était pas prévenu, mais bon, ils ont été le chercher dans le champ, il est venu et puis on a commencé à discuter. Il a fait visiter l'exploitation et après on a discuté un petit peu de ce qu'on faisait, nous, à France Cuba. Sur l'aspect agriculture, bon, on a fait un peu le tour, mais il n'y avait pas de machines. On n'a pas vu de tracteur, ouais, des vieux machins, mais qui. Et puis, partout où on va dans la campagne, c'est vrai qu'il y a des bœufs qui tirent. Alors, il y en a des commentaires quelquefois, des gens qui disent, ils sont à l'âge de pierre avec les bœufs, mais non, l'explication est bonne quand même, sur l'utilisation des bœufs plutôt que des tracteurs et des grosses machines qui tassent le sol. Et alors, on avait vu aussi une fabrique alors je ne sais pas comment ils appellent ça, d'humus, enfin je ne sais pas, d'engrais quoi, mais à base de vers de terre, des lombriques. Et ils faisaient ça en quantité, nous on était un petit peu étonnés. Et puis ils ont le système de toile et tout ça aussi pour protéger contre les insectes, et tout ça c'est bon. Et là, ce qui n'a pas été développé, enfin ce qu'on ne voit pas là dans le film, c'est l'aspect touristique, parce que entre cette époque-là et maintenant, il y a eu une augmentation, je ne sais plus, de 800 000 touristes. On arrive à 4 millions. Je crois que pour 2019, ils pensent arriver à 5 millions de touristes. Moi, ce que je voulais dire, c'est ce film est passionnant et... Moi, je suis d'accord avec Guillaume, il faut forcément la volonté politique d'un État socialiste, donc non lié à la notion de profit, pour pouvoir mettre en œuvre cette politique. Cependant, je pense que ça doit quand même nous interroger sur nos revendications ici, parce qu'en fait, on est quand même dans une situation où on a la partie la plus précaire, la plus pauvre, ou en cours de paupérisation de la population, qui est confrontée à la malbouffe. Et cette question de la malbouffe est liée à la question agricole ici. Donc voilà, je pense qu'on doit y compris réfléchir et que c'est fondamental à remettre cette question paysanne au cœur de nos revendications syndicales et politiques, parce que on a vu ce qui s'est passé avec la loi sur les graines, la loi Monsanto, qui n'avait pas été votée par les députés et les sénateurs, et qui finalement a été validée par le Conseil constitutionnel en disant que c'était anticonstitutionnel de ne pas faire ça, à savoir l'interdiction pour les paysans de vendre entre leurs graines et l'obligation d'acheter leurs graines pour pouvoir cultiver. Finalement, cette disposition-là est passée. Donc, il y a un véritable enjeu, je pense, autant ici que dans les pays du tiers-monde, à se réapproprier ces questions politiquement. Ici, quand on parle de bio, on pense au bobo, mais on pense en bobo parce que, y compris, tout le monde n'a pas les moyens de s'en emparer. Mais il est urgent, et c'est une question de survie de la population, je pense, parce que il y a tellement d'effets secondaires au niveau de la malbouffe en termes de maladies. On voit le développement des cancers, on voit le développement des maladies auto-immunes, mais aussi le cholestérol, le diabète qui touche les franges les plus précarisées de la population. Il faut vraiment, comme ça a été fait en 2017 avec le slogan « Le pain, la terre et la paix », que la question de la terre soit remise au cœur de nos revendications et de notre réflexion politique. La politique et l'état d'esprit ont facilité justement ce mouvement à Cuba. La question que je pose, est-ce que le modèle cubain est exportable tel quel, surtout dans nos pays aujourd'hui, en France en particulier. J'étais tout à l'heure dans une grande surface. Ma belle-mère m'a dit « Prends-moi des tomates ». Je prends des tomates. La majorité des tomates viennent d'ailleurs. Je dis « Mais merde, il n'y a pas de tomates produites en France. C'est pas possible, il y a un problème. » Bon, non mais c'est une réalité. Les tomates que j'ai prises, puisque...
le descriptif de tomates qu'elle m'a donné, c'est des tomates en grappe. Et ces tomates en grappe venaient de Hollande. De Hollande. Je dis, tiens, on n'est pas capable de produire des tomates en France en grappe. Si. Donc, le système de production, j'allais dire mondial aujourd'hui, fait que le modèle cubain, moi je rêve du modèle cubain. Mais ça ne peut être qu'à un stade de rêve. Pourquoi ? Parce qu'il faut la concordance de deux choses, la politique et l'état d'esprit. L'état d'esprit, je jure que parmi nous aujourd'hui, si on vous dit demain, bon, il n'y a plus de machin, il n'y a plus de machin, il n'y a plus de machin, ça va être, c'est pas les gilets jaunes, c'est les gilets verts. C'est-à-dire que ça va être le soulèvement. On va vous priver de choses faciles. Et c'est ça la difficulté. C'est un long travail qu'il va falloir mener. Hein. C'est une question de génération ou de plusieurs générations. Bon, la production, entre guillemets, bio, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut réorganiser ça. Donner les moyens aux gens qui ont la volonté de faire du bio, des cultures traditionnelles, entre guillemets. Hein. C'est de donner des terres gratuites. Comment on peut faire ça ? En expropriant les grandes... Ah ben il y a du boulot, mais c'est une volonté politique. C'est une volonté politique. On est capable de le faire. L'État est capable de le faire. Enfin, doit être capable de le faire. Combien d'hectares le prince de Monaco, là, ou je ne sais plus comment il s'appelle, Albert, dispose. C'est le gars le plus subventionné au niveau de l'Europe parce que ces terres cultivables, il les met en jachère et on lui donne des subventions parce qu'il les met en jachère. Ouais, voilà. Non mais, un truc de fou. Un truc de fou. C'est le gars qui touche le plus de subventions sur le budget européen. En plus, vu sa position sociale, c'est un drame. Alors que le petit agriculteur qui veut faire du bio, on le fait payer, la petite prime qu'on lui donne, on vient de les raboter encore. Bon, donc on leur coupe les moyens, alors que les grosses entités agricoles, on continue de les fournir par coup de subvention. Moi, je voudrais juste poser une question là-bas. Est-ce que tout le monde, chaque fermier, chaque cultivateur est autonome ? Est-ce qu'il y en a un qui fait le blé, l'autre il fait le maïs, l'autre les carottes, voilà. Ou est-ce que chacun est autonome sur sa propre terre ? Et ça touche des notions de permaculture, mais très intéressantes, parce qu'à Cuba, de toute façon, quand on se met à plusieurs, c'est forcément pour diversifier les tâches. Et donc, y compris même ce changement de modèle amène des nouveautés qu'on n'imaginait pas avant, parce que de toute façon, la permaculture, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est cultiver, c'est de la polyculture. Donc c'est plus les grands champs de canne à sucre où il n'y a que ça avec des désherbants. C'est justement se servir des plantes, du voisinage, de l'environnement des plantes pour éviter les parasites, etc. Et qu'il y ait une entraide qui fait qu'en réalité, on se rend compte que la productivité en biomasse est supérieure à ce qu'on imaginait. Mais en totalité, il faut que tout soit utile, quoi. Donc, ils se sont mis à produire des plantes médicinales. Tu vois que le blocus pose un problème aussi, y compris au niveau des médicaments, qu'on arrive maintenant à développer de la phytothérapie par la force des choses, mais finalement, c'est mieux, d'une certaine façon, jusqu'à un certain point. Pour certaines maladies, donc ils produisent des plantes médicinales, ils produisent des trucs pour manger, ils développent, je pense le must de la permaculture, c'est l'agroforesterie normalement. C'est-à-dire le fait de cultiver, on voit un peu ces images-là, pas dans les jardins ouvriers des villes, mais ils développent beaucoup l'agroforesterie avec les arbres de là-bas, ou des avocatiers, ou des trucs, et faire plusieurs strates qui s'auto-alimentent, qui permettent d'augmenter la biomasse sans trop d'énergie humaine. C'est l'agriculture des fainéants, ils disent, mais c'est vrai. Mais par contre, qualitativement, le travail qualitatif, pas le quantitatif,
est bien plus élaboré que de l'agriculture intensive. Donc ça demande un effort quand même à la base, et après, tout roule. Donc, et l'effet collatéral de ça, d'ailleurs, à Cuba, c'est que la diversification des tâches, il y en a un qui va s'occuper de produire des lombrics, disait Régis, et qui va y avoir un atelier de lombriciculture, parce que après, c'est là qu'il crée des engrais. Il y en a qui va faire les plantes médicinales, il y en a qui va s'occuper des arbres, etc., etc. Et que tout étant si diversifié en termes de tâches, ça simplifie aussi physiquement les tâches. Et du coup, on se rend compte que le travail des hommes et des femmes devient équivalent. Finalement, dans l'agriculture traditionnelle, c'est très physique. Hein. Et plus c'est physique, plus il y a une différence de rémunération entre les hommes et les femmes. Parce que là, on se rend compte, de fait, je veux dire, tu vas acheter le travail de 2 femmes ou d'un homme, tu sais, dans les agricultures très manuelles, hein, dans le sud. Alors que là, moi je le vois en Tunisie, hein, je veux dire, là, les femmes sont les variables d'ajustement dans l'agriculture. Comme ici, on utilise les sans-papiers parce qu'on les paye moins. Enfin, tu vois, c'est toujours cette même logique. Mais là, les femmes et les hommes ont le même niveau de difficulté physique, et tu te rends compte qu'il y a maintenant autant de travailleuses de la terre que de travailleurs de la terre. Il y a de plus en plus de formatrices dans les syndicats paysans qui échangent leur savoir, ou d'agronomes, etc. Que donc, du coup, même la question de l'émancipation féminine est complètement liée à un changement, alors que ça a l'air d'avoir rien à voir. Oui, mais qu'en réalité, tout est lié. Tout est lié. Et qu'on n'est pas sur un truc... Bon, forcément, il y a du volontarisme. Dans la politique cubaine, il y a du volontariat. On essaye d'augmenter la parité, d'avoir une parité homme-femme, etc. Mais quand même, quand ça vient de la base, quand ça vient de la matière elle-même qui te force à avoir une égalité, c'est beaucoup plus sûr et durable. Et après, pour répondre aux camarades sur quel modèle et tout, on s'est déjà posé la question. Moi, j'ai fait 2-3 conférences en Tunisie avec des camarades sur la question de Cuba. Et là-bas, ils savent que de toute façon, le modèle, il n'est pas exportable. Pourtant, c'est un pays du Sud. Hein. Je veux dire, la Tunisie, c'est presque la même surface. Il y a un climat très ensoleillé. Enfin, ils pourraient se poser les mêmes questions. Problème du manque d'eau. Enfin, tout ça, c'est des questions agricoles très basiques, mais qui se posent tous. Mais le système semi-féodal t'empêche de rêver à quelque chose qui serait similaire à Cuba. Eux, ils ont inventé l'idée, enfin, il y a un camarade qui me disait ça, eux, ils voudraient une réforme agraire durable. Un slogan qui irait bien pour chez eux, c'est au moins, on n'est pas dans la collectivisation des terres comme à Cuba, dans un système qui est socialiste, avec des reculs, mais avec des reculs évidemment liés à la disparition du partenaire soviétique, mais enfin, avec un fondement quand même qui reste socialiste. En Tunisie, c'est pas du tout ça. Donc si ça pouvait déjà commencer par une réforme agraire, on a promis aux Tunisiens une réforme agraire au moment de l'indépendance, bon bah ils l'ont pas. Et les quelques endroits où des cultivateurs avaient repris leur ferme ou leur palmeraie pour cultiver eux-mêmes, ils se font exproprier maintenant. Ils ont les tribunaux au cul. Donc eux, ils ont une autre revendication. Donc sur la base juridique, sur la base politique, on est obligé d'adapter. Je veux dire, nous, c'est encore un autre problème. On est dans un pays qui est très qui est de moins en moins agricole, en fait. Tu vois, on est des pays très industrialisés, en cours de désindustrialisation, et très... où la paysannerie a reculé à un niveau phénoménal. Au niveau du système des rapports de production ici en France, on est bien plus proche de la sortie, pour peu qu'il y ait un mouvement populaire, que dans un pays où les mentalités sont encore aussi semi-féodales, même dans la paysannerie. Donc on n'a pas les mêmes... Tu vois, quand tu regardes, il y a des expériences en France où c'est des bobos, c'est des fils de profs comme moi, qui retournent à la terre, qui louent une ferme, qui font du bio. Et ils ne se rendent pas compte que en cultivant ensemble, comme tu dis, ils vont faire quoi? Ils prennent une ferme qui faisait que du bœuf avant. Bon, ben, il y en a un qui va faire des légumes, il y en a un autre qui va faire du pain, il y en a un autre qui va faire du lait, il y en a un autre qui va faire de la bière, enfin, et tout ça, c'est pas aussi rémunérateur. Donc, soit l'année d'après, ils se foutent sur la gueule parce qu'il y en a qui gagnent plus que d'autres, soit ils mutualisent tout et ils s'échangent, ils font des roulements, ils se redivisent, ils se repartagent leurs richesses. Ils sont en train de refaire un kolkhoz, en fait, les bobos qui font ça. Ici, sans s'en rendre compte, ils font ce qu'on appelle un kolkhoz, mais sauf qu'ils doivent payer un loyer. Donc, c'est quand même la grosse différence. Et à côté de ça, on revoit tous les bénéfices
du kolkhoz qu'on n'a jamais atteint dans des productions, des unités de production capitalistes, c'est-à-dire que les paysans, quand ils font un roulement, ils ont un savoir, ils s'échangent leur savoir, etc. Ils peuvent faire un roulement qui te donne des vacances, qui te permettent d'envoyer les enfants à l'école, etc. Donc moi, mes parents étaient profs, je veux mes week-ends. Bon, bah, c'est possible avec un kolkhoz en réalité. J'ai une petite question à vous poser. Le modèle d'agriculture en ville, je trouve ça très intéressant. Quand on parle de ville moyenne, quand on est dans des agglos de 1 million, 10 millions, je pense aux villes asiatiques, aux villes nord-américaines, je n'arrive pas à imaginer comment on peut arriver à une autosuffisance avec ce modèle-là. Donc je ne sais pas s'il y a des expériences qui sont menées, s'il y a des solutions qui sont envisagées. Et j'avais une autre question là-dedans. Je me dis, bon, la révolution, on la souhaite tous, mais on peut peut-être commencer aussi au plan local, peut-être en tant que citoyen, quelle sorte de revendications on pourrait formuler pour se réapproprier un peu les espaces publics, justement pour relancer un peu cette production dans les parcs, parce que tout le monde n'a pas son lopin de terre. Enfin, moi, je veux faire pousser des cornichons chez moi, ça va. Quand on est en appartement, c'est un peu plus compliqué. Et puis, on les a vite mangés, on est d'accord. Donc, Moi, j'ai foi en la science, en réalité. C'est-à-dire que je sais bien que ça pose une question sur l'urbanisme, ça c'est clair, mais comment dire ? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a effectivement l'attractivité de revenir à la terre, même si c'est partiellement. Je veux dire, je pense qu'à Cuba, il y a des gens qui ont d'autres métiers puis qui cultivent en même temps, et que c'est pas déshonorant parce qu'en réalité, c'est quand même ceux qui arrivent à subsister le mieux. Enfin, il y a une petite plus-value de faire ça, quoi. Et en même temps, je sais bien qu'on va pas refaire des villes. Tu vois, il y a des villes qu'il faut nourrir, quoi. Je veux dire, c'est les problèmes qu'on a eu en URSS dans les années 20-30, c'était les mêmes en réalité. Ils se demandaient comment ils allaient refaire leur ville. Donc il y avait des écoles, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais il y avait des écoles d'urbanisme en URSS, il y avait les urbanistes et les anti-urbanistes, il y avait des écoles bizarres, ceux qui se disaient on va faire des maisons sur toutes les routes, il n'y aura plus de ville, il n'y aura plus que des maisons, mais ils se sont rendus compte que ce serait un peu galère en transport en commun pour avoir. Après, il y en a qui disaient qu'on allait faire que des villages, mais il faudrait les quadriller. Donc il y a plein de trucs bizarres, quoi, hein, des trucs bizarres, mais je pense que au fond, il faut aussi, bon, il y a le problème de l'urbanisme en soi, le rapport surface et habitation. Mais il y a aussi, je pense, de toute façon, ça, on n'y arrivera pas en 2 jours. Enfin, je veux dire, donc il faut des solutions avant, quand même. Et d'autre part, moi, je crois beaucoup dans les potentialités de la permaculture, mais qui ne seraient pas vues du point de vue de la décroissance, mais qui seraient vues du point de vue de comment on peut augmenter la productivité quand on arrête les pesticides et les engrais chimiques. Et qu'on arrive... Là, on en parlait tout à l'heure, il y a des ouvriers à la retraite à Moucron qui font une association de permaculture, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle les Fraternités ouvrières. Le mec est au PTB, c'est lui qui anime la cellule du PTB de Moucron. Il y a sa photo là-bas. Et là, il a une association qui s'appelle Fraternité ouvrière, il faut dire à quel point c'est pas des bobos, justement. Hein. Et ils ont une grainothèque, et lui, il dit... Mais c'est nous l'agriculture intensive. Parce que dans son jardin, ou dans les jardins ouvriers où ils travaillent, ils produisent tellement qu'ils sont obligés de donner à tout le monde. Ils ont un petit jardin, il paraît qu'ils produisent... Oui, mais alors il y a leur jardin à eux, qui est assez long. Et il y a aussi des jardins ouvriers à l'extérieur de la ville, où on produit aussi tellement énormément que quand on commence à respecter les règles de la permaculture et qu'on redonne vie au sol, on se rend compte qu'on a une productivité phénoménale et que cette productivité, elle pourrait servir pour peu qu'on ait un système redistributif. Tu vois ? Donc, mais il faut un peu de temps. Mais je veux dire, moi, je crois beaucoup à ça. Et pour moi, ça, c'est de la science. Ça, c'est pas le retour à la Terre ou je sais pas quoi. Parce qu'en réalité, ça nécessite beaucoup de connaissances scientifiques, de repartir de ce que peut donner la nature en tant que ressource, mais de bien connaître justement et d'améliorer, de trouver toujours des nouvelles façons de cultiver pour produire plus, mais une production qui se renouvelle, parce que si le sol est considéré comme une usine et pas comme un réservoir passif, c'est lui qui se régénère. On nourrit le sol pour que le sol nourrisse la plante. On ne nourrit pas la plante sans le sol. Donc en entretenant le sol,
on libère des potentialités phénoménales qu'on n'imaginait pas avant et qu'on peut essayer et juste un truc par rapport à ça. Moi, j'ai travaillé beaucoup quand même sur l'URSS jusque dans les années 60. Ils étaient et ça c'est très peu connu, sur le modèle de la permaculture à grande échelle, ce qu'on appelle l'agriculture extensive, pas intensive. Intensive, c'est quand tu es limité dans la surface et que tu dois doper les sols pour produire plus parce que tu ne peux pas t'élargir. Alors qu'en Russie, par la force des choses, ils avaient un territoire gigantesque dont un tiers seulement était fertile. Donc eux, leur problème matériel, je veux dire communiste ou pas communiste, révolutionnaire ou pas, leur problème c'était de fertiliser des territoires qui étaient infertiles depuis toujours. Donc c'est en Russie, même au XIXe siècle, qu'on a eu les premiers pédologues, les scientifiques qui ont essayé de comprendre comment fonctionnaient les sols, desquels on s'inspire partout sur la planète maintenant. Ils ont découvert comment ça fonctionnait un sol, classifier les sols, etc. Donc on sait beaucoup de choses. On sait beaucoup de choses, mais sur une dimension d'agriculture extensive, on essaye de fertiliser des sols qui n'ont jamais été, que la nature n'a pas fertilisé spontanément, mais qu'on est en mesure de fertiliser par des moyens respectueux de l'environnement, comme on dit. Et ça, c'est très prometteur. Parce que fertiliser des déserts, par exemple, là, on pourrait nourrir effectivement beaucoup de monde. Après, ça me demande d'être acheminé et tout, mais c'est une autre logique, l'agriculture extensive. J'ai entendu Jean Ziegler, le mec qui fait, un économiste, là, qui dit que la Terre, si elle était bien exploitée, elle pourrait accueillir 12 milliards de personnes. On est encore 7, mais, parce qu'on dit oui, mais on est déjà trop nombreux, 7 milliards. Mais si les sols étaient fertiles, c'est 12 milliards qu'on pourrait nourrir en réalité. Donc on n'est pas dans une logique de décroissance parce qu'on est trop nombreux. On est dans une logique de décroissance par la force des choses quand on est sous blocus, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais que si on avait une autre logique conquérante mais respectueuse de l'environnement, on s'en tirerait à mon avis autrement. Et on pourrait nourrir des villes.